Donc, bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo où je vous présente en fait les différents systèmes économiques. Dans le vidéo précédent, je vous disais que les systèmes économiques et même les économistes, on s'intéressait à trois questions principales qui sont quoi produire, comment produire et à qui sont destinés les biens qui ont été produits. Donc, dans cette section de cours, donc la section numéro 2, je vous montre les différents systèmes, donc les différentes façons que les sociétés, les humains, les hommes, ont organisé leur système de production, leur système de distribution également, afin de répondre aux trois questions fondamentales que j'expliquais dans la dernière vidéo. Donc, petit rappel, là c'est beaucoup plus de texte, mais dans le fond, je voulais juste être certain que vous preniez en note les bonnes informations. Un système économique, ça représente la façon dont les sociétés choisissent d'organiser leurs moyens de production et également d'organiser la distribution des biens et services qui sont alors produits pour leur population. Il ne faut pas oublier que tout système économique, de quelque nature qu'il soit, a pour objectif, on espère, d'améliorer les conditions de vie de sa population. Donc, de faire en sorte que les gens soient nourris suffisamment, qu'ils puissent se développer, croître, être en bonne santé et heureux, bien entendu. Il en existe plusieurs systèmes économiques, il en existe vraiment de toutes les sortes, ça dépend de la culture, ça dépend de où est-ce que vous vous situez sur la Terre, mais aussi ça dépend de l'époque, du contexte dans lequel on se situe. Je l'ai dit au début, ne l'oubliez surtout pas, le système, la pensée politique, évolue et est surtout énormément déterminé par le contexte socio-historique, donc par le moment que nous vivons, par nos réalités environnementales, sanitaires, comme par exemple dans ce cas-ci, mais également nos réalités économiques et sociopolitiques. Mais par contre, on peut toujours les classifier, ces systèmes-là, on va les regrouper selon deux critères. Moi, je vais vous présenter les trois principaux on va dire, de l'époque moderne. Il y en existait d'autres avant, qu'on va voir dans la section numéro 3, mais voici les trois principaux. Et les deux critères dont je vous parlais sont ici, je vais juste le marquer ici. Je pense qu'il est marqué là, le critère numéro 1, qui possède les moyens de production. On va voir qu'il y a deux types. Il y a les moyens, si on dit qu'ils sont privés ou collectifs. Collectif, en fait, c'est lié à l'État en général, donc ça appartient à tout le monde. Puis d'habitude, on va dire que l'État représente tout le monde. Le privé, ben, ça appartient aux individus, aux chefs d'entreprise, aux propriétaires. Donc, ces premiers critères, donc ça c'est le critère, je vais marquer ici, le critère numéro 1. Le critère numéro 2, c'est comment se coordonne l'activité économique. Là-dessus, on va encore avoir une fois une dichotomie, donc deux types. On va dire qu'il y en a un qui est centralisé. Donc, les décisions de comment, quoi et à qui distribuer sont centralisées dans une entité. Donc, c'est un groupe de restreint ou un élément qui va tout décider. Versus décentralisé, où là, ça appartient beaucoup plus à l'initiative individuelle. Donc, ce sont les individus, chacun de leur côté, qui cherchent à maximiser leur bonheur, qui vont de façon naturelle coordonner ou dicter l'activité économique. Donc, ici, j'ai créé une espèce j'ai polarisé en fait les systèmes. Comme vous le voyez, je vous explique mon échelle pour être certain qu'on puisse bien le lire. Ici, j'ai deux échelles. En fait, la première, c'est la coordination de l'activité économique. Donc, il est soit ici très centralisé, très décentralisé, ce qui veut dire que personne ne décide qui, quoi ou comment est produit. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va agencer les décisions. Tandis qu'ici, quand on parle de centraliser, c'est qu'il va y avoir une entité supérieure ou une entité ou quelque chose, ça peut être, mettons dans le futur, ça pourrait être une intelligence artificielle, par exemple, qui va décider de coordonner l'activité économique. Deuxième, donc là, on va voir de haut en bas. Deuxième élément, en fait, ça, c'était le deuxième critère. Le premier critère qui est ici. Les moyens de production appartiennent à qui? Est-ce qu'ils appartiennent aux individus? Ou encore une fois, collectif, ce qu'on appelle à l'État. Donc, officiellement, les différents pays de ce monde aujourd'hui vont se situer un peu partout à travers cette échelle. Mais on va en classifier trois, comme je vous ai dit, en allant de l'extrême, ça c'est à la droite, ça c'est à la gauche,
Donc, on va parler de gauche économique, on va parler de droite économique, et s'il y a une droite, s'il y a une gauche, évidemment, il y a un centre. Donc, quand on parle de gauche économique, vous voyez ici, c'est généralement un système où les moyens de production sont collectifs, mais c'est également un système où les décisions du qui, quoi et à qui sont centralisées et décidées. C'est ce qu'on appelle dans le cas extrême d'une économie planifiée. Planifiée dans le sens que tous les moyens appartiennent à l'État et que c'est l'État qui va tout décider. Et à l'autre extrême droite, nous avons ce que nous appelons l'économie dit de marché, où là, c'est le laisser-faire qu'on dit, ou plutôt c'est le marché qui va dicter l'ensemble et coordonner l'ensemble des actions et des décisions économiques. Et évidemment, quand on parle du centre, c'est ce qu'on appelle une économie mixte, donc qui va regrouper à la fois une partie de l'économie de marché, puis et également une autre partie de l'économie planifiée. Donc, il va y avoir autant de centralisation, de décentralisation, de propriété collective que de propriété individuelle. Donc, ayez toujours ça en tête. Qu'on parle de gauche économique, généralement, ça se situe dans un spectre où les moyens de production sont communs et où les décisions sont centralisées, donc décidées par une entité centrale. Tandis que quand on parle de la droite économique, c'est vraiment plus c'est vraiment plus dans l'autre spectre où, cette fois-ci, ce sont les marchés qui dictent comment les choses se font et que, dans le fond, les gens, ce sont eux qui possèdent les moyens de production et c'est les prix, en d'autres termes, qui va décider à qui appartiennent les choses et aussi comment est-ce qu'ils vont être produits, qu'est-ce qui va être produit. Donc, c'est vraiment là, la loi de l'offre et de la demande qui va dicter le tout. Donc, on va aller un peu plus en détail à chacun des systèmes pour que vous puissiez avoir l'information complète. Là, j'ai mis, je veux pas partir de débat ni de polémique, là. Derrière, on va en parler un peu plus tard dans la section 3. Vous voyez, je crois que c'est Karl Marx ainsi que Lénine ou Staline. Ma mémoire, je crois que ça c'est Lénine. Donc, pourquoi ces deux personnages? En fait, c'est que la matérialisation, la concrétisation de l'économie planifiée, celle que nous avons vue la plus avancée, c'est avec les États comme l'URSS à l'époque, l'Union des républiques socialistes communistes. Et nous avons également l'économie comme Cuba, la Chine également, qui étaient des économies planifiées. Donc, c'est ce qu'on va appeler le modèle socialiste. Donc, par quoi est caractérisé le modèle socialiste? Évidemment, la priorité est donnée à la collectivité. Donc, le bien commun, c'est ce qui est marqué, le bien-être commun, est ce qui prime dans ce genre de société-là. Donc, généralement, les libertés individuelles sont plus restreintes, sont plus contrôlées, tandis qu'on va prendre des décisions vraiment en fonction du bien général plutôt que du bien-être individuel. Les facteurs de production, quant à eux, les terrains, les équipements, les usines, la machinerie, appartiennent presque exclusivement à l'État. Donc, il n'y a pas de propriété privée, ou du moins très peu. Ensuite, la liberté d'entreprise est inexistante. Techniquement, les gens ne peuvent pas se lancer en affaires comme ils veulent. De mémoire, je crois que c'est dans les pays comme à Cuba ou en Chine, où est-ce qu'il faut demander un permis en fait à l'État pour pouvoir faire une activité, en fait, créer une entreprise et l'opérer. Donc, il n'y a pas d'entreprise ou très peu. C'est l'État qui va coordonner l'ensemble de l'activité économique. Puis quand on dit que l'État va coordonner l'ensemble de l'activité économique, c'est qu'elle va décider du quoi, du comment, du pour qui. Vraiment de A à Z. C'est ce vous avez peut-être déjà entendu ça, on appelle ça des plans quinquennales ou quinquennaux, on va dire quinquennaux, donc un plan sur 5 ans qui établit qu'est-ce qui doit être produit, en quelle quantité, pour qui et comment. Donc c'est vraiment très contrôlé. Et évidemment, la répartition des revenus se fait selon les besoins de chaque participant. Donc, techniquement, dans un État socialiste, normalement, l'ensemble de la richesse ou de la production devrait être redistribué équitablement ou du moins également entre les individus qui participent au système, bien entendu. Donc, aujourd'hui, de ce que les exemples d'État... Oups! Là, je viens de commettre une erreur. Excusez-moi pour la brève interruption, j'ai comme zoomé ou dézoomé, en tout cas bref. Je voulais vous mettre des exemples, décidément, je n'irai pas dans ce secteur de mon écran parce que ça fait zoomer, dézoomer. Donc, je vais les mettre
Oups, j'ai encore un petit peu de difficulté. Je vais les mettre ici. Donc, aujourd'hui, il y a très peu de sociétés de ce type-là. On pourrait nommer Cuba. Il y a la Corée du Nord, qui décidément est un cas très extrême, mais c'est un cas d'économie planifiée. La Chine, à l'époque, il y a peut-être de cela 20 ans, pourrait correspondre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus un mélange de centralisation et de moyens privés communs de production, mais l'État est quand même très présent, donc je le prêterais moins un peu au cas d'extrême d'économie planifiée. L'économie mixte, donc on parle du spectre de l'extrême gauche, qui est l'économie planifiée, à une économie de centre, enfin un système plus central qu'on appelle l'économie mixte, ou si surnommée la social-démocratie. Ça, je vous dirais, c'est le système le plus commun aujourd'hui. La quasi-totalité des économies ont ce type de système économique. On parle dans votre livre, je crois que c'est près de 80% des pays de l'OCDE correspondent à ce type de modèle. Et évidemment, certains d'entre eux seront beaucoup plus de type collectiviste, tandis qu'il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus de type économie de marché, comme par exemple les États-Unis. Quand on parle d'économie un peu plus collective, on pourrait citer par exemple le Québec, la Norvège, la Finlande, donc les pays un peu plus scandinaves. Évidemment, ce qui caractérise ce type de système, la libre entreprise prime, mais l'État va quand même intervenir. Puis même dans certains cas, va intervenir beaucoup. Pourquoi? Pour réglementer certains secteurs d'activité. Donc, elle va encadrer. On pourrait par exemple parler du cas du secteur des alcools, par exemple, la SAQ au Québec. Évidemment, vous allez retrouver du vin un peu partout dans les dépanneurs, etc. Mais c'est quand même une activité qui est extrêmement régulée par l'État. Et évidemment, un deuxième objectif, pourquoi l'État intervient, c'est également pour orienter certains secteurs de production à des fins précises. Puis quand on parle d'orienter, certains secteurs vont être lourdement taxés pour réduire leur activité. Par exemple, c'est l'industrie du tabac. Donc, on va juger que c'est une industrie qui est un peu moins intéressante, ou du moins qui a des bénéfices sociaux moins importants. Donc, on va lourdement la taxer pour limiter ou réduire ses activités. Et évidemment, on va probablement utiliser aussi des subventions. Donc, des subventions, c'est quoi? C'est de l'argent qu'on va donner aux entreprises pour les encourager à effectuer une activité. Donc, certains secteurs sont subventionnés afin d'aider les entreprises. Par exemple, on va voir au Québec, il existe des pôles d'expertise. Comme je crois que c'est à Montréal, il y a un pôle d'expertise où, sur l'île, les entreprises qui œuvrent dans le domaine du jeu vidéo vont avoir des bénéfices, certains avantages au niveau de l'imposition, au niveau de la taxation aussi. Là, je vais pas m'aventurer plus qu'il faut, mais le fait de subventionner, donc d'encourager ce type de secteur, fait qu'il y a une plus grande production à l'échelle du pays. Évidemment, la nationalisation d'entreprises est possible pour atteindre certains objectifs de développement. Quand on parle de nationalisation, ce petit terme signifie que l'État va acheter ou va devenir propriétaire de certaines entreprises. Ici, on pourrait nommer Hydro-Québec, qui, lors de la Révolution tranquille, le gouvernement du Québec s'est mis à racheter s'est mis à complètement tout racheter les compagnies d'hydroélectricité au Québec, même de production d'énergie, pour en faire une société d'État qu'on appelle aujourd'hui Hydro-Québec, pour s'assurer qu'on ait les ressources nécessaires pour développer notre plein potentiel économique. Bon coup du gouvernement du Québec, sincèrement, ça l'a permis de lancer, de mettre au monde le Québec. Donc, dans le système planifié, tout était nationalisé. Ici, ça donnait seulement qu'une partie. Évidemment, les moyens de production sont à la fois privés et collectifs. Donc, il y a un mélange des deux. Au Canada, on parle d'à peu près 40% de l'activité économique qui appartiennent à l'État. 60%, c'est du domaine du privé. Et ici, ce sont en général, la majeure partie du temps, les prix qui orientent la production. Mais l'État peut corriger certaines lacunes de marché. Des fois, par exemple, on va produire trop, donc on va gaspiller des ressources, donc on va se mettre à taxer les marchés pour éviter, ou du moins encadrer les marchés pour éviter l'excès de production. Est celui qu'on appelle l'économie de marché pur. Donc, je vous rappelle qu'on avait à l'extrême gauche l'économie planifiée, nous avions également au centre l'économie mixte, et à l'extrême droite, ce que nous appelons l'économie de marché ou le capitalisme libéral. Je vais me donner un exemple, le Monopoly, qui est clairement un cas de marché pur. Donc, quelles sont les principales caractéristiques de l'économie de marché? Eh bien, c'est que la priorité est donnée aux individus. Vraiment, l'initiative individuelle
le libre arbitre, les libertés individuelles, le droit également, donc ce qui permet de respecter les libertés individuelles, c'est ce qui est prioritaire dans ce type de société-là, puis dans ce type d'organisation économique aussi. L'État, en fait, joue un rôle, s'il n'est pas absent, ce qui serait un modèle d'économie d'anarchie, pas dans le sens péjoratif. Dans le fond, le modèle anarchique de l'économie, c'est vraiment qu'il n'y a absolument aucun État qui joue, il n'y a absolument pas d'État qui est présent. Donc, l'État ne joue qu'un rôle dit secondaire. Donc, lui, il va être cantonné dans un rôle pour faire respecter le droit, la loi et l'ordre. C'est vraiment les principales fonctions qu'on va y accorder. Donc, il ne viendra pas comme dans celui-ci, dans l'économie mixte. Il ne viendra pas jouer son rôle, par exemple, dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du développement durable aussi. Bien au contraire, c'est ici, ça va être plutôt, s'il y a à avoir un souci environnemental, le souci va venir en fait des entreprises privées et non du gouvernement, puisqu'il a un rôle minime. Donc, la propriété des facteurs de production, elle est dite privée, donc les usines, les travailleurs, le capital technique. Vous vous rappelez des 4 ressources qui sont les ressources naturelles, les usines, le capital humain et les ressources humaines, donc la technologie, le capital humain, appartiennent tous à des entrepreneurs ou du moins à des individus. Puis les propriétés, donc les facteurs de production, sont garantis par les lois et protégés également. Puis ça vous allez voir dans l'histoire du développement de l'histoire de l'évolution économique, c'est que le fait qu'on ait garanti aux individus que ce qu'ils possèdent leur appartient bel et bien, ben ça a permis un essor économique vraiment très important parce que ça encourage les gens à pouvoir développer quelque chose. Ça serait un peu tannant qu'on vous dise, ben oui, ce terrain vous appartient, vous faites construire une usine dessus, puis du jour au lendemain, finalement, on vous dit, ben c'est pas à vous. Donc, puis le véritable propriétaire, ou du moins une autre personne, irait revendiquer votre terrain. Donc, c'est pour ça que la propriété qui est garantie est un facteur de croissance économique. Bon, je me suis écarté, je m'excuse. Évidemment, la liberté d'entreprise est non seulement garantie, donc les entreprises existent, mais elle est également fortement encouragée. Et évidemment, ici, la réponse à toutes les questions, que je vous rappelle, c'est le quoi, le comment et à qui, sont dictées, je viens bien dire un mot dicté, coordonnées par les mécanismes du marché. Donc ici, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande qui va s'appliquer. Je vous explique, je vous donne un exemple, pas un exemple concret, mais une illustration de ce que ça pourrait être. Par exemple, si on dit que, je sais pas moi, il y a une très forte demande pour tout ce qui est les médecins, par exemple, le secteur de la santé, pour les infirmières, ben il serait normal et en toute logique que leur salaire augmente, puisqu'il y a une forte demande par les CHSLD, par le système gouvernemental, donc il y a une très 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 forte demande pour ce type d'employeur. Mais par phénomène de rareté, donc plus une chose est rare, plus les prix vont se mettre à augmenter. Au même titre que, là c'est triste ce que je dis, mais si par exemple la profession de sociologue, même à la limite la profession de psychologue, etc., est quelque chose qui est beaucoup moins en demande, donc moins priorisé, eh bien c'est logique que finalement les salaires diminuent et qu'on encourage moins les gens à y aller, parce que c'est moins intéressant à avoir des salaires moins élevés. Donc vraiment ici, c'est le marché qui va dicter, orienter les décisions économiques, mais aussi, en gros, je vous dirais, ce qui va orienter les choix, c'est le prix. Par exemple, un autre cas concret, dans ce cas-ci, dans le domaine de l'environnement, on s'est aperçu que des grandes entreprises comme Walmart, il y en a d'autres aussi qui ont adopté une orientation très écologique, très éco-responsable. Donc, il y a un tech qui force les acteurs de leur chaîne de distribution à être de plus en plus responsables, socialement, mais également au niveau environnemental. Donc, pourquoi ils ont adopté ou fait ce virage? Parce que la demande était présente. Les consommateurs sont prêts à débourser 1, 2 ou des fois 3 $ de plus, là je dis des chiffres approximatifs, pour des produits qui sont éco-responsables ou du moins qui minimisent leur empreinte écologique. Donc, les entreprises veulent faire de l'argent, sont pas folles, ils vont répondre à la demande. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le prix, ou du moins le marché, oriente les décisions économiques du quoi et du comment et du à qui. Et enfin, la répartition des revenus se fait selon la participation et les capacités de chaque acteur économique. Ici, ce qu'il faut lire entre les lettres, pas entre les lignes, c'est qu'une personne qui dispose d'un talent particulier, qui fait les efforts nécessaires, normalement devrait accaparer une part plus importante des richesses que quelqu'un qui est oisif, donc qui ne contribue pas au système, qui n'a pas de compétences spécifiques, ou du moins qui n'a pas de talent particulier. Donc, c'est un système qui est très, très, très laissé à soi. Moi, je dirais c'est beaucoup la mentalité américaine, donc du chacun pour soi, mais aussi de la star et du star system,
que quelqu'un qui veut, ben, il peut, puisqu'on garantit les égalités, en fait, au niveau de départ. Pas de départ, mais les égalités de, pas de chance, je pense que c'est ça, les égalités de chance. Donc, voici ce qu'il y en est pour l'économie de marché, modèle capitaliste, je dirais, qui ressemble beaucoup au Monopoly. Ce système-là est de moins en moins populaire, beaucoup plus, il était plus populaire au début du 19e siècle, 18e siècle. Aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, c'est beaucoup plus un mélange de planifié et de décentralisé. Ça, c'est un système qui est décentralisé. Donc, voilà. Ici, ça, c'est un petit tableau, je vous dirais, récapitulatif. Dans votre manuel, à la page que j'ai devant moi, page 14, je vous encourage à aller le consulter. Il est beaucoup plus détaillé que qu'est-ce que je vais faire ici. Ici, ce que je vais faire avec vous, donc ça ici, votre crayon, comme moi, je viens de le faire. On va remplir le tableau ensemble, juste pour, comme résumer un peu la section que nous avons vue ensemble. Donc, je rappelle, le but de la section, c'est de vous présenter 3 principaux systèmes économiques. Ces 3 de l'époque moderne, donc d'aujourd'hui. Ces 3 systèmes économiques-là vont répondre de 3 façons différentes, donc aux 3 questions qu'on avait posées dès le départ. Donc, allons-y sans plus tarder. Ici, ça c'est l'idéologie, donc c'est quoi la philosophie qui est derrière, à quoi est rattaché en fait le système. Ensuite, nous avons propriété privée ou publique ou un mélange des deux, et la coordination de l'activité économique, est une entité centrale où c'est les individus eux-mêmes qui décident. Donc, l'idéologie de l'économie de marché, c'est l'individu. Donc, on encourage beaucoup l'individu. Ce sont les libertés individuelles. Là, je m'excuse, il y a des fautes, j'ai pas beaucoup d'espace. La liberté individuelle. Donc, l'initiative privée très encouragée, les moyens de production, bien évidemment, sont privés, et la coordination de l'activité économique est décentralisée. Donc, s'il y a personne qui va dicter quoi faire à personne, c'est plutôt le prix qui va orienter les décisions économiques et celles aussi des agents économiques. Là, je m'excuse, le soleil vient d'apparaître. L'économie planifiée, c'est plutôt ici, c'est le bien commun. Bien commun qui prime. Donc là, c'est la société dans son ensemble qui est plus importante. Ici, c'est collectif, donc ça appartient à l'État. Et évidemment, la coordination de l'activité économique s'effectue par un État central. Fort, d'habitude, central. Donc, les décisions économiques sont centralisées. Je m'excuse. L'économie mixte, c'est bien évidemment, son nom le dit, c'est un mélange des deux. Dans l'économie mixte, on pourrait dire, c'est aussi les libertés individuelles, qu'on nuancé ou réglementé, on pourrait dire, règle par l'État. Donc, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais dans une certaine mesure de ce que l'État leur permet de faire. Les propriétés des moyens de production sont à la fois privées, mais je dirais en majeure partie, et à la fois publiques. Donc, on parle de l'État, ça c'est à peu près 40%. Et la coordination de l'activité économique, normalement, c'est le marché qui oriente les décisions économiques, mais l'État va venir encadrer, je fais un petit cadre, l'État va venir encadrer les marchés pour les orienter. Donc, on a une belle machine qui fonctionne relativement bien, qui s'appelle les marchés, qui vont être orientés, guidés vers des optimales, disons, des équilibres sociaux qui sont meilleurs que ceux qu'on aboutirait naturellement. Donc, voilà pour ce qui est de la section portant sur les différents systèmes économiques. Je vous invite à revisionner la vidéo si jamais j'ai été trop rapide, mais également à faire les lectures associées à votre manuel de cours et les exercices qui suivent cette petite capsule vidéo.